Dans le silence oppressant d'un avion de première classe, Sophie Laurent, une adolescente noire de 17 ans, est violemment arrachée de son siège, son précieux billet d'embarquement froissé dans ses mains tremblantes, tandis que des passagers choqués filment de la scène. La cause, une simple paire d'écouteurs. La responsable? Marianne Dubois, une hôtesse de l'air à l'attitude méprisante, qui hurle des insultes racistes, pointant Sophie du doigt comme une criminelle devant une cabine médusée. Alors que l'adolescente tente de défendre son innocence, sa grand-mère, Madame Claire Dubois, magnat de l'industrie aéronautique, observe la scène avec un calme glacial, son regard trahissant une colère contenue. En un appel, Claire annule un contrat de 10 milliards d'euros avec Aerolite, la compagnie aérienne responsable, faisant trembler l'industrie tout entière. Cette injustice ne restera pas impunie. Spectateurs, avez-vous déjà été témoin d'une discrimination aussi flagrante? Si vous croyez en la justice, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire avec le mot « équité » pour montrer votre soutien à ceux qui luttent contre l'injustice. Comment une simple paire d'écouteurs peut-elle déclencher une révolte qui ébranlera une industrie entière? Plongez dans cette histoire d'indignation et de courage face à une discrimination odieuse. Sophie Laurent, à seulement 17 ans, avait attendu ce moment toute sa vie. Dans sa chambre modeste mais soigneusement décorée, dans un appartement parisien du 18e arrondissement, elle pliait avec soin des vêtements de créateurs qu'elle avait économisés pendant des années grâce à des petits boulots de babysitting. Une lettre d'acceptation trônait sur son bureau, ornée du sceau prestigieux de l'Institut de mode de Paris, un programme d'été exclusif qui n'acceptait que 12 étudiants dans le monde entier. Sophie, avec son talent brut pour le design et sa détermination farouche, avait décroché une place. Chaque fois qu'elle posait les yeux sur cette lettre, des larmes de joie perlaient au coin de ses yeux. La mode n'était pas seulement une passion pour elle, c'était une évasion, un moyen de transcender les regards méprisants et les murmures qui la suivaient dans les espaces où elle, une jeune fille noire issue d'un quartier populaire, n'était pas censée appartenir. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Madame Claire Dubois, sa grand-mère, entra, un sourire doux sur son visage marqué par des décennies de combat. À 67 ans, Claire était une figure imposante, fondatrice et PDG de Dubois Aérospace, une entreprise qu'elle avait bâtie de ses propres mains, transformant une petite fabrique de pièces d'avion en un géant respecté de l'aéronautique française. En tant que l'une des rares femmes noires à la tête d'une telle entreprise, elle avait brisé d'innombrables barrières, défiant les préjugés avec une dignité inébranlable. « J'ai quelque chose pour toi, ma chérie », dit Claire en tendant une boîte élégamment emballée. Sophie l'ouvrit avec précaution, révélant une paire d'écouteurs anti-bruit haut de gamme. « Pour que tu puisses te concentrer sur tes créations, même dans les moments les plus bruyants, » expliqua Claire avec un clin d'œil. Sophie serra sa grand-mère dans ses bras, le cœur débordant de gratitude. Depuis la mort tragique de ses parents dans un accident de voiture lorsqu'elle avait 8 ans, Claire l'avait élevée seule, lui offrant un amour inconditionnel et une force qu'elle puisait dans son exemple. « Sans toi, je ne serais pas en route pour Paris, » murmura Sophie. « Foutaise, » répondit Claire avec fermeté. « Tu as gagné cette opportunité par ton talent, mais souviens-toi de ceci. Peu importe ce que les autres disent, tu mérites d'être exactement là où tu es. » Ces mots, pleins de sagesse, allaient bientôt résonner comme une prophétie. Le lendemain matin, à l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle, l'excitation de Sophie pour son premier vol international était déjà entachée par une réalité brutale. Malgré leur billet en première classe et leur statut élite, elle fut soumise à un contrôle de sécurité aléatoire, prolongé, tandis que des voyageurs blancs passaient sans encombre. Claire, à ses côtés, observait en silence, son regard aiguisé trahissant une colère contenue. Sophie reconnut cette expression. C'était celle que sa grand-mère arborait lorsqu'elle affrontait des adversaires en conseil d'administration, ceux qui la sous-estimaient à cause de sa couleur de peau ou de son genre. À la porte d'embarquement, l'humiliation continua. L'agent vérifia le billet de Sophie avec une suspicion exagérée. « Vous êtes sûr d'être en première classe ?» demanda-t-il, son ton laissant entendre qu'elle avait volé sa place. Quand Claire présenta son billet identique, l'agent la laissa passer sans un mot. « Ça arrive à chaque fois.
murmura Claire alors qu'elle s'installait dans le salon première classe de Tati. C'est pourquoi j'ai insisté pour voyager avec toi. Les choses se sont améliorées depuis les années 70, mais pas assez. Sophie hocha la tête, essayant de ravaler la boule qui se formait dans sa gorge. Elle avait grandi avec les récits de sa grand-mère sur les luttes qu'elle avait endurées, mais vivre cette discrimination de première main était une toute autre douleur. L'embarquement commença et Sophie observa les passagers de première classe, majoritairement blancs, accueillis chaleureusement par une hôtesse à l'allure impeccable, une femme mince aux cheveux blonds platine artificiels, dont le badge indiquait « Marianne ». Mais lorsque Sophie s'approcha, le sourire de Marianne s'effaça instantanément. Elle examina le billet de Sophie avec un mépris à peine dissimulé. « Vous êtes en 2A » demanda-t-elle, son ton suggérant que Sophie avait usurpé sa place. « Oui, côté hublot » répondit Sophie poliment, malgré la frustration qui montait en elle. Elle remarqua que Marianne n'avait posé aucune question à l'homme blanc âgé qui l'avait précédé, lui aussi en première classe. Une fois installés dans leur siège luxueux, Sophie observa le comportement de Marianne de plus près. Lorsque des passagers blancs rangeaient des sacs surdimensionnés ou gardaient leur téléphone allumé pendant les consignes de sécurité, Marianne leur adressait des rappels doux, accompagnés d'un sourire mielleux. Mais lorsqu'un homme d'affaires noir de l'autre côté de l'allée laissa son sac dépasser légèrement, Marianne lui ordonna sèchement de respecter les règles de rangement ou de mettre le sac en soute. Claire, attentive, serra la main de Sophie. « Documente tout » murmura-t-elle. « Nos expériences ne deviennent réelles pour les autres que lorsque nous avons des preuves. » Sophie hocha la tête, sentant une tension croissante dans l'air. La véritable tempête éclata lorsque l'avion atteignit son altitude de croisière. Marianne parcourait la cabine, offrant des boissons avec une attitude qui variait drastiquement selon les passagers. Les voyageurs blancs recevaient des sourires chaleureux et un service attentionné. « Encore un peu de glace, Monsieur Dupont? Un autre verre, Madame Lefebvre ?» Tandis que Sophie et les quelques autres passagers de couleur étaient traités avec une froideur glaçante, des interactions réduites au strict minimum. Sophie tenta de se concentrer sur son portfolio de mode, peaufinant des croquis qu'elle espérait présenter à ses mentors parisiens. Mais chaque regard dédaigneux de Marianne, chaque commentaire murmuré à l'oreille d'un collègue resserrait le nœud dans son estomac. Claire, épuisée par une série de réunions récentes, s'était assoupie à côté d'elle. Puis, un léger soubresaut de turbulence fit teinter le signal des ceintures de sécurité. Sophie remarqua que plusieurs passagers blancs continuaient de se déplacer librement dans la cabine sans commentaire de l'équipage. Cherchant un peu de répit face à l'anxiété croissante, elle sortit les écouteurs que sa grand-mère lui avait offerts, espérant se perdre dans sa musique. À peine avait-elle mis les écouteurs qu'une tape brutale sur son épaule la fit sursauter. Marianne se tenait au-dessus d'elle, le visage tordu par une colère exagérée. « J'ai annoncé que tous les appareils électroniques doivent être éteints à cause des turbulences imprévues. Enlevez ça tout de suite !» cria-t-elle, assez fort pour que toute la cabine l'entende. Sophie, confuse, retira ses écouteurs. « Je suis désolée, je n'ai entendu aucune annonce concernant les électroniques, » répondit-elle, jetant un coup d'œil autour d'elle. Au moins 4 passagers blancs utilisaient encore des tablettes, des téléphones et des écouteurs sans être dérangés. « Ne me mentez pas » siffla Marianne, son ton venimeux. « J'ai fait l'annonce clairement, tout le monde l'a entendu !» Un passager, Paul Martin, un professeur de littérature d'une 50aine d'années assis à quelques rangs, intervint. « En fait, je n'ai entendu aucune annonce sur les appareils électroniques, juste le signal des ceintures. » Marianne l'ignora complètement, sa rage concentrée uniquement sur Sophie. « C'est une violation de la sécurité. Donnez-moi ces écouteurs, maintenant !» ordonna-t-elle. « Ce sont les miens » répondit Sophie, sa voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. « Je vais les éteindre, mais je les garde avec moi. » Mais ce qui suivit choqua toute la cabine. Dans un geste d'une violence inouïe, Marianne arracha les écouteurs des mains de Sophie et les jeta violemment par terre, où ils s'écrasèrent avec un bruit sourd. « Comment osez-vous me répondre » hurla-t-elle. « C'est exactement ce genre de comportement qui rend certaines personnes indésirables en première classe. » Elle se pencha davantage, pointant un doigt accusateur vers Sophie.
Et ces vêtements tape à l'œil que vous portez, vous pensez que ça vous donne le droit de défier l'autorité? Votre culture n'a pas sa place ici. » Le silence s'abattit sur la cabine. Les mots de Marianne, empreints d'un racisme flagrant, résonnèrent comme un coup de poignard. Sophie sentit des larmes monter, mais elle les refoula, refusant de donner à Marianne la satisfaction de l'avoir brisée. Paul Martin se leva, indigné. « C'est inacceptable. Vous venez d'insulter cette jeune fille pour sa couleur de peau. Je vais signaler cela. » Marianne se tourna vers lui, son regard glacial. « Asseyez-vous, monsieur, ou vous serez le prochain à quitter cet avion. » Paul, choqué, se rassit, mais sortit son téléphone pour filmer. Sophie, tremblante mais déterminée, sortit son propre téléphone et commença à enregistrer. « Ne me touchez plus, ni mes affaires, » dit-elle calmement. « Je veux parler au capitaine de ce qui se passe. » Les yeux de Marianne s'écarquillèrent à la vue du téléphone. « Menace à la sécurité !» cria-t-elle, se précipitant vers le téléphone de l'équipage. Quelques minutes plus tard, 2 agents de sécurité aérienne apparurent dans l'allée. « Mademoiselle, vous devez nous suivre », déclara l'un d'eux d'un ton ferme. Claire, réveillée par le tumulte, fixa les agents avec un regard perçant. « Sur quel motif retirez-vous ma petite fille? Elle n'a absolument rien fait de mal. » Les agents, imperturbables, répondirent mécaniquement. « Nous avons reçu des rapports de comportement perturbateur et de non-respect, des instructions de l'équipage. » Paul Martin se leva à nouveau. « C'est absurde. L'hôtesse l'a agressé. Pas l'inverse. Je suis témoin. » D'autres passagers, enhardis, commencèrent à filmer, murmurant leur indignation. Mais les agents ignorèrent les protestations, saisissant fermement les bras de Sophie pour l'escorter hors de la cabine. Marianne observait la scène avec un sourire satisfait, croisant les bras comme si elle venait de remporter une victoire. Alors que Sophie était traînée vers la sortie, elle lança un regard en arrière vers sa grand-mère. Elle s'attendait à voir du désespoir, mais l'expression de Claire était celle d'une femme prête à livrer une guerre. Ses yeux brillaient d'une détermination froide, celle d'une stratège, calculant non pas comment éviter un conflit, mais comment le gagner de manière décisive. Claire sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Sa voix, claire et tranchante, résonna dans la cabine silencieuse. « Bonjour Victor, c'est Claire Dubois. Annulez tous nos contrats avec Airlight. Oui, les 10 milliards d'euros. Immédiatement. » Les passagers retinrent leur souffle, certains échangeant des regards incrédules. Sophie, bien que terrifiée, sentit une lueur d'espoir. Sa grand-mère ne se contenterait pas de paroles. Elle allait faire trembler Airlight jusqu'à ses fondations. À peine l'avion atterrit-il que les vidéos de l'incident, filmées par Paul Martin et d'autres passagers, furent téléchargées sur les réseaux sociaux. Le hashtag #VoleursNoirs commença à circuler, accompagné de récits de discrimination similaires dans les aéroports et les avions. La scène la plus accablante montrait Marianne arrachant les écouteurs de Sophie et proférant des insultes racistes, tandis que les passagers blancs autour d'elle continuaient d'utiliser leurs appareils électroniques sans être inquiétés. Airlight publia une déclaration laconique prétendant enquêter sur un incident impliquant une passagère non conforme et soutenant son équipage pour assurer la sécurité des passagers. Cette réponse vague, dépourvue de toute mention de l'agression physique ou des insultes racistes, ne fit qu'attiser la colère du public. Sur Twitter, des milliers de personnes partageaient leurs propres expériences de discrimination dans les vols d'Airlight, décrivant des fouilles injustifiées, des commentaires désobligeants et des expulsions arbitraires. Sophie, encore sous le choc, lut ces messages depuis le salon exclusif de l'aéroport où Claire l'avait emmenée pour se calmer. Chaque témoignage renforçait sa douleur, mais aussi sa détermination. « Ce n'est pas juste moi », murmura-t-elle à sa grand-mère. « C'est un système entier. » Claire, toujours aussi composée, passa une série d'appels depuis le salon. Elle contacta des avocats, des journalistes et des leaders d'organisations de défense des droits civiques. « Airlight pense que ceci est une tempête passagère », dit-elle à Sophie, son ton empreint d'une résolution féroce. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Mais ce que Sophie ignorait, c'était que l'incident à bord du vol 2187 n'était que le début d'une bataille bien plus vaste.
Aerolite, loin de chercher à s'amender, préparait une contre-attaque vicieuse, prête à tout pour protéger son image et faire taire cette adolescente qui osait défier leur pouvoir. Dans les coulisses, Victor Leclerc, le PDG d'Aerolite, réunissait son équipe de gestion de crise. « Cette fille et sa grand-mère pensent qu'elles peuvent nous humilier publiquement », déclara-t-il, un rictus sur les lèvres. « Nous allons leur montrer ce qu'il en coûte de s'attaquer à nous. » L'indignation de Sophie grandissait à mesure qu'elle réalisait l'ampleur de l'injustice. Non seulement Marianne l'avait humiliée devant toute la cabine, mais elle avait aussi osé fouiller son sac à main sans raison, jetant ses affaires personnelles, y compris un carnet de croquis qu'elle avait passé des mois à préparer, sur le sol de l'avion, comme s'il s'agissait de détritus. « Regardez-moi ça !» avait ricané Marianne, tenant le carnet en l'air pour que les autres passagers le voient. « Vous pensez que ces griffonnages vous donnent une place ici ?» Cette attaque personnelle, visant non seulement sa dignité, mais aussi son rêve de devenir créatrice de mode, fit monter en Sophie une rage qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle avait travaillé sans relâche pour mériter cette opportunité, économisant chaque centime, surmontant chaque obstacle, et voilà qu'une hôtesse raciste cherchait à réduire ses aspirations à néant. Paul Martin, le professeur qui avait tenté d'intervenir, envoya plus tard un message à Sophie via les réseaux sociaux, s'excusant de ne pas avoir pu faire plus. « J'ai vu comment ils vous ont traité », écrivit-il. « C'était une honte. Je témoignerai si vous en avez besoin. » Ce geste, bien que réconfortant, ne pouvait effacer la blessure profonde laissée par l'humiliation publique. Alors que Claire organisait sa riposte, Sophie se remémora chaque détail de l'incident, rejouant les mots cruels de Marianne dans son esprit. « Votre culture n'a pas sa place ici. » Ces paroles résonnaient comme une gifle, un rappel brutal des barrières invisibles qu'elle affrontait chaque jour. Mais elle savait que sa grand-mère, une femme qui avait défié des décennies de sexisme et de racisme pour bâtir un empire, ne laisserait pas cette injustice passer. Dans le salon de l'aéroport, alors que les écrans diffusaient les premières images de l'incident devenant viral, Claire posa une main sur l'épaule de Sophie. « Ils pensent qu'ils peuvent nous briser, » dit-elle, sa voix aussi dure que l'acier. « Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Nous allons transformer cette douleur en une révolution. » Sophie hocha la tête, sentant une flamme s'allumer en elle. Ce n'était plus seulement son combat, c'était celui de tous ceux qui avaient été réduits au silence, humiliés, expulsés pour la couleur de leur peau. La guerre contre Aerolite venait de commencer, et Sophie, malgré sa peur, était prête à se battre aux côtés de sa grand-mère. La tempête déclenchée par l'incident du vol d'ONU 187 ne faisait que commencer. Alors que Sophie Laurent, encore secouée par l'humiliation publique infligée par l'hôtesse Marianne Dubois, tentait de reprendre ses esprits dans le salon exclusif de l'aéroport, les réseaux sociaux s'embrasaient. Le hashtag #VoleurNoir devenait viral, porté par des milliers de témoignages d'autres passagers victimes de discrimination sur les vols d'Aerolite. Les vidéos de l'agression, Marianne arrachant les écouteurs de Sophie, proférant des insultes racistes, jetant son carnet de croquis au sol, circulaient à une vitesse fulgurante, suscitant une indignation mondiale. Mais Aerolite, loin de reconnaître ses torts, lançait une contre-attaque vicieuse, orchestrée par son PDG, Victor Leclerc, déterminé à réduire Sophie et sa grand-mère, Madame Claire Dubois, au silence. Ce qui avait débuté comme une injustice isolée se transformait en une guerre totale, où la vérité était manipulée, les réputations détruites, et la vie même de Sophie mise en danger. La rage montait, non seulement chez Sophie et Claire, mais chez tous ceux qui voyaient dans leur combat un cri contre une industrie corrompue par le racisme systémique. Dans les heures qui suivirent l'atterrissage, Sophie, encore sous le choc, se connecta à Twitter depuis son téléphone. Les messages de soutien affluaient. « Courage, Sophie, tu n'es pas seule. Aerolite doit payer pour ça. » Mais rapidement, une vague de commentaires haineux commença à noyer les voix bienveillantes. Des comptes anonymes, aux profils fraîchement créés, l'attaquaient avec une violence inouïe. Cette gamine joue la carte de la race pour se faire remarquer. Elle a probablement volé son billet de première classe. Pire encore,
une rumeur odieuse commença à circuler. Sophie aurait été expulsée de son lycée pour comportement violent, une accusation totalement fabriquée. Ces mensonges, propagés par des articles douteux sur des sites d'extrême droite, étaient repris sans vérification par certains médias à sensation. Sophie sentit son cœur se serrer. « Comment peuvent-ils inventer des choses pareilles ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux, en montrant son écran à Claire. Sa grand-mère, toujours aussi stoïque, posa une main ferme sur son épaule. « C'est une stratégie classique, ma chérie. Ils veulent te discréditer pour détourner l'attention de leurs crimes. Mais nous ne les laisserons pas faire. » Hier, avec l'expérience d'une femme ayant navigué dans un monde hostile pendant des décennies, savait que la bataille ne se gagnerait pas seulement sur les réseaux sociaux. Elle contacta immédiatement Julien Moreau, un avocat réputé pour ses victoires contre les grandes entreprises, et Camille Nguyen, une journaliste d'investigation connue pour ses enquêtes sans compromis. Ensemble, ils commencèrent à rassembler des preuves pour contrer la campagne de diffamation d'Airlight. Camille, après avoir visionné les vidéos de l'incident, fut catégorique. Ce n'est pas un acte isolé. Airlight a un historique de plaintes pour discrimination, toutes étouffées. Nous devons creuser. Julien, de son côté, prépara une action en justice contre la compagnie pour diffamation et discrimination raciale. Mais ce que Sophie ignorait, c'était l'ampleur du complot qui se tramait contre elle et sa grand-mère. Victor Leclerc, dans son bureau luxueux au siège d'Airlight, réunissait son équipe de gestion de crise. Cette adolescente et sa grand-mère pensent qu'elles peuvent nous faire plier avec quelques vidéos virales, ricana-t-il. Nous allons les écraser. Trouvez tout ce que vous pouvez sur elles. Créez des histoires, manipulez des images, faites-les passer pour des opportunistes. Je veux que le public les déteste. Le lendemain matin, la campagne de diffamation prit une tournure encore plus sinistre. Un article publié par un tabloïd en ligne intitulé « Sophie Laurent, une adolescente problématique derrière un scandale fabriqué » affirmait, sans aucune preuve, que Sophie avait un passé de provocatrice et qu'elle avait orchestré l'incident pour extorquer de l'argent à Airlight. L'article incluait une photo floue, prétendument de Sophie, en train de crier lors d'une manifestation. Une image manifestement truquée, car Sophie n'avait jamais participé à un tel événement. Pire encore, une fuite anonyme révéla l'adresse de l'appartement parisien où Sophie vivait avec Claire. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, elles découvrirent leur porte d'entrée vandalisée, barbouillée de peinture rouge avec les mots « Rentrez chez vous ». Sophie, terrifiée, sentit ses jambes vaciller. Claire, bien que bouleversée, serra sa petite fille dans ses bras. « Ils veulent nous faire peur », dit-elle, la voix tremblante de rage. « Mais ils ne savent pas à quel point nous sommes fortes. » Cette violation de leur intimité, cette menace directe contre leur sécurité, fit monter en Sophie une colère incandescente. Elle n'était plus seulement une victime, elle était une combattante, prête à tout pour protéger sa famille et sa dignité. Le surlendemain, une nouvelle attaque frappa, encore plus cruelle. Sophie reçut un courriel de l'Institut de mode de Paris, celui-là même qui lui avait offert une place dans son programme prestigieux. Le message, rédigé dans un ton froidement administratif, exprimait des préoccupations quant à la publicité négative entourant Sophie et suggérait qu'elle diffère sa participation à l'année suivante. La vérité était claire. Son rêve, pour lequel elle avait travaillé sans relâche, lui était arraché à cause de la campagne orchestrée par Airlight. Sophie s'effondra sur son lit, le courriel ouvert sur son écran. « Ils ont tout pris », sanglota-t-elle. « Mon rêve, ma sécurité, ma vie, tout ça à cause d'une hôtesse raciste. » Claire, assise à ses côtés, lutta pour contenir sa propre fureur. « Ils n'ont rien pris, Sophie. Ils veulent que tu le crois. Mais tu es plus forte que ça. Nous allons leur montrer qu'ils ont choisi la mauvaise cible. » Mais les coups ne cessaient de pleuvoir. Une ancienne professeure de Sophie, Madame Lefebvre, une femme que Sophie avait toujours admirée, apparut dans une interview télévisée affirmant avec réticence que Sophie avait été une élève difficile, qui cherchait souvent l'attention. Sophie, en regardant l'émission, sentit une douleur aiguë la traverser. « Elle ment !» cria-t-elle, jetant la télécommande à travers la pièce. « Pourquoi dirait-elle ça »
Camille Nguyen, qui enquêtait sur l'affaire, découvrit rapidement la vérité. Madame Lefebvre avait été menacée par Air Elite, qui détenait des informations compromettantes sur son passé financier. Sous la pression, elle avait cédé, trahissant une élève qu'elle savait innocente. Cette révélation, loin de calmer Sophie, attisa sa rage. « Ils manipulent tout le monde !» hurla-t-elle. « Ils détruisent des vies juste pour sauver leur image. » Claire, bien que dévastée par la trahison, canalisa sa colère dans l'action. Elle renforça la sécurité autour de leur appartement et engagea une équipe de cybersécurité pour traquer l'origine des fuites et des attaques en ligne. Pendant ce temps, Light intensifiait sa campagne. Une vidéo inédite de l'incident, lourdement éditée, fut diffusée sur une chaîne d'information conservatrice. La séquence, dépourvue de contexte, montrait uniquement Sophie levant la voix après que Marianne eut jeté ses écouteurs, omettant les insultes racistes et l'agression physique. Le bandeau en bas de l'écran proclamait « Une adolescente provoque le chaos à bord, la vérité cachée d'Air Elite ». Cette manipulation grossière fit bondir Sophie de son canapé. « Ils mentent. Les autres vidéos montrent tout. Pourquoi les gens croient-ils ça? » Camille, qui analysait la vidéo avec son équipe, confirma que la séquence avait été altérée par des experts en montage. Et on domaine entier. Air Elite a engagé une firme de relations publiques spécialisée dans la gestion de crise, expliqua-t-elle. Il craint un contre-récit pour semer le doute. Cette révélation, bien qu'attendue, fut un coup de poignard pour Sophie. Même avec des preuves vidéo claires, Air Elite parvenait à déformer la vérité, exploitant les préjugés de certains pour retourner l'opinion publique contre elle. La douleur de Sophie s'aggrava lorsqu'elle découvrit que ses amis d'enfance, ceux avec qui elle avait partagé ses rêves de mode, commençaient à s'éloigner. Des messages restaient sans réponse, des invitations étaient annulées. Une de ses meilleures amies, Chloé, lui envoya un texto glacial. « Peut-être que tu devrais juste t'excuser pour calmer les choses. Tout ça va trop loin. » Ces mots, venant de quelqu'un qu'elle considérait comme une sœur, brisèrent quelque chose en Sophie. Elle passa des nuits entières à pleurer, se demandant si elle avait eu tort de s'exprimer. La solitude s'installa, amplifiée par les menaces en ligne qui continuaient d'affluer. Des comptes anonymes lui envoyaient des messages comme « Tu vas payer pour avoir ruiné Air Elite » ou pire, des insultes racistes si ignobles qu'elle n'osait même pas les montrer à Claire. Chaque notification sur son téléphone devenait une source d'angoisse, chaque regard dans la rue une menace potentielle. Mais le coup le plus dévastateur vint quelques jours plus tard. Air Elite, non content de détruire la réputation de Sophie, porta plainte contre elle et Claire pour diffamation, réclamant 3 millions d'euros pour « dommages à l'image de la compagnie ». L'annonce, faite lors d'une conférence de presse par Victor Leclerc lui-même, fut un spectacle soigneusement orchestré. Debout devant un pupitre orné du logo d'Air Elite, Leclerc, avec un air de fausse indignation, déclara « Nous ne tolérons pas les accusations mensongères qui ternissent le travail de nos employés dévoués. Sophie Laurent et sa grand-mère ont fabriqué une histoire de discrimination pour des gains financiers. Nous protégerons notre réputation par tous les moyens nécessaires. » Les caméras capturèrent chaque mot, diffusant le message à des millions de téléspectateurs. Sophie, regardant la conférence depuis l'appartement sécurisé où elle et Claire s'étaient réfugiées, sentit une rage bouillonnante l'envahir. « Ils m'ont agressé, ils ont menti, ils ont vandalisé notre maison, et maintenant, ils nous poursuivent ?» cria-t-elle, frappant la table de ses poings. Claire, bien que furieuse, garda son sang-froid. « C'est une tactique d'intimidation, » dit-elle. « Ils pensent que nous allons plier sous la pression. Mais ils ont oublié une chose. Je ne commence jamais un combat que je ne peux pas gagner. » Malgré la détermination de Claire, la pression commençait à peser lourdement sur Sophie. La perte de son stage à l'Institut de mode, la trahison de ses amis, les menaces constantes et maintenant cette poursuite judiciaire, tout semblait conspirer pour la briser. Elle passait des heures à fixer le plafond de sa chambre, incapable de dessiner, incapable de rêver.
La jeune fille pleine d'espoir qui avait soigneusement plié ses vêtements de créateur quelques semaines plus tôt semblait s'effacer, remplacée par une adolescente hantée par la peur et la colère. Même Claire, habituellement inébranlable, montrait des signes de fatigue. Ses appels incessants avec Julien et Camille, ses réunions tardives avec son conseil d'administration laissaient des cernes sous ses yeux. Sophie, en la voyant travailler jusqu'à l'aube, sentit une culpabilité écrasante. « Tout ça est de ma faute », murmura-t-elle un soir, alors qu'elles étaient assises dans le salon. « Si je n'avais pas mis ces écouteurs… » Claire l'interrompit, saisissant ses mains. « Ne dis jamais ça. Ce qui t'est arrivé est une injustice, et se taire face à l'injustice est pire que tout. Nous luttons pour toi, pour moi, pour tous ceux qui ont été humiliés comme toi. » Alors que la bataille semblait désespérée, un rayon d'espoir inattendu apparut. Une nuit, alors que Sophie vérifiait ses courriels, elle reçut un message anonyme avec pour objet « Ne cédez pas ». Le message était bref. Airlight et ses complices ont orchestré une campagne illégale pour vous détruire. Preuve jointe. Tenez bon. Attaché au courriel se trouvait un fichier audio. Sophie, le cœur battant, brancha ses écouteurs, ceux-là même que Marianne avait jetés, et lança la lecture. Ce qu'elle entendit la laissa sans voix. La voix de Victor Leclerc, claire et arrogante, donnait des instructions explicites à son équipe. Fabriquez des preuves contre cette fille. Trouvez des témoins, payez-les s'il le faut. Et pour Dubois Aerospace, contactez nos amis chez Aeroprime. Nous allons les rayer de la carte. Sophie sentit une vague de fureur l'envahir, mais aussi une détermination nouvelle. Airlight n'était pas seulement raciste, c'était une entreprise criminelle, prête à tout pour protéger ses intérêts. Elle transféra immédiatement le fichier à Julien et Camille, qui confirmèrent son authenticité. « C'est une bombe », dit Camille. « Mais nous devons être prudents. Leclerc fera tout pour empêcher ça d'atteindre le public. » Le lendemain, Camille découvrit que Aeroprime, le principal concurrent de Dubois Aerospace, avait été impliqué dans une série d'attaques économiques contre l'entreprise de Claire. Des contrats de longue date avaient été annulés sous de faux prétextes, des rumeurs sur des défauts de fabrication avaient été répandues dans les cercles industriels, et même des audits réglementaires soudains avaient été déclenchés par des sources anonymes. Julien, de son côté, mit la main sur des dossiers internes d'Airlight, révélant que Marianne Dubois avait été visée par 7 plaintes pour discrimination au cours de ses 9 années de carrière, toutes réglées à l'amiable avec des accords de confidentialité. Plus troublant encore, après chaque plainte, Marianne avait reçu une promotion ou une mutation vers des itinéraires plus prestigieux, comme une récompense pour son comportement. « Il ne se contente pas de tolérer le racisme », dit Julien à Claire et Sophie lors d'une réunion secrète. « Il l'encourage. » Mais la découverte la plus choquante vint d'un ancien employé d'Airlight, François Bisset, un ex-hôtesse qui contacta Camille sous le sceau de l'anonymat. François, rongé par la culpabilité, révéla qu'Airlight avait un protocole interne appelé « Gestion des passagers indésirables », qui enseignait aux équipages comment cibler les passagers de couleur pour des infractions mineures, les rendant plus susceptibles d'être expulsés. On nous disait que certains passagers ne collaient pas à l'image de la première classe, confia François. Et Marianne était la meilleure pour exécuter ses ordres. Elle se vantait de maintenir l'ordre dans les cabines. Ces révélations, combinées aux fichiers audio, donnèrent à Sophie un nouvel élan. Sa colère, qui menaçait de la consumer, se transformait en une force motrice. « Ils pensent qu'ils peuvent nous briser », dit-elle à Claire, les poings serrés. « Mais je ne vais pas me taire, pas maintenant. » Alors que Sophie et Claire préparaient leur contre-attaque, Airlight porta un dernier coup dévastateur. Une nouvelle fuite, cette fois orchestrée par leurs avocats, diffusa des captures d'écran falsifiées de prétendus messages de Sophie sur les réseaux sociaux, où elle insultait les employés d'Airlight et se vantait d'avoir piégé Marianne pour devenir célèbre. Ces messages, bien que grossièrement fabriqués, furent repris par des influenceurs d'extrême droite, amplifiant la haine contre Sophie. Son compte Instagram fut inondé de milliers de commentaires racistes, si violents qu'elle dut le désactiver. Pire encore, un colis anonyme fut livré à leur appartement, contenant une poupée noire décapitée avec un mot « C'est ton tour ».
Sophie, en ouvrant le paquet, hurla de terreur, laissant tomber le contenu sur le sol. Claire, accourant, serra sa petite fille contre elle, mais ses propres mains tremblaient. « Ils sont allés trop loin », murmura-t-elle, sa voix brisée par une rage qu'elle ne pouvait plus contenir. « Ils vont payer pour ça. » Ce soir-là, alors que Sophie s'efforçait de surmonter sa peur, elle reçut un appel de Paul Martin, le professeur qui avait tenté de la défendre à bord. « Je viens de voir les dernières attaques contre vous, » dit-il, la voix pleine d'indignation. « Je vais écrire une lettre ouverte à Harry Light, signée par mes collègues universitaires, pour exiger des excuses publiques. Vous n'êtes pas seule, Sophie. » Ce geste, bien que petit face à l'immense machine d'Aerolite, ralluma une étincelle d'espoir en elle. Mais l'espoir était fragile, et la guerre était loin d'être terminée. Aerolite, avec ses ressources illimitées et son absence de scrupules, semblait invincible. Victor Leclerc, dans son bureau, sabrait une bouteille de champagne avec ses lieutenants, convaincu que la victoire était proche. « Dans une semaine, cette gamine sera oubliée, » ricana-t-il. « Et Dubois Aérospace sera à genoux. » Mais ce que Leclerc ignorait, c'était qu'un second paquet anonyme était en route vers l'équipe de Claire. Ce paquet, plus explosif encore que le premier, contenait des enregistrements internes d'Aerolite, prouvant non seulement leur campagne contre Sophie, mais aussi une conspiration plus large impliquant Aeroprime et des régulateurs corrompus. Alors que Sophie fermait les yeux cette nuit-là, épuisée mais toujours animée par une colère brûlante, elle ne savait pas que la vérité qu'elle avait osé défendre était sur le point de faire tomber un empire. La bataille pour la justice venait de prendre un tournant décisif, et l'indignation qui bouillonnait en elle allait bientôt embraser le monde entier. L'ouragan déclenché par l'incident du vol de 1987 atteignait son apogée, transformant la lutte personnelle de Sophie Laurent en un mouvement qui ébranlait l'industrie aéronautique. Après des semaines de diffamation, de menaces et d'attaques orchestrées par Airlight, Sophie et sa grand-mère, Madame Claire Dubois, se tenaient au bord du précipice. Les révélations du paquet anonyme, des enregistrements prouvant que Victor Leclerc, PDG d'Airlit, avait conspiré avec Aeroprime pour détruire Dubois Aerospace, donnaient à leur combat une nouvelle dimension. Mais la guerre était loin d'être gagnée. Aerolite intensifiait ses efforts pour les réduire au silence, déployant des tactiques toujours plus ignobles. Alors que Sophie se préparait à témoigner devant l'Assemblée nationale française, une rage incandescente brûlait en elle, alimentée par chaque insulte, chaque menace, chaque mensonge. Cette colère, partagée par des milliers de personnes à travers le monde, allait devenir une arme redoutable, prête à faire tomber un empire corrompu. L'heure de la justice approchait, mais à quel prix? La bataille pour la vérité allait-elle détruire tout ce que Claire avait construit ou allumer une révolution pour l'équité dans les cieux? Dans une salle d'audience bondée à l'Assemblée nationale, Sophie, à peine 17 ans, s'assit face à un comité de parlementaires. Les caméras des médias internationaux braquaient leurs objectifs sur elle, tandis que Claire, affaiblie par une récente alerte cardiaque mais présente contre l'avis des médecins, l'observait depuis la première rangée, en fauteuil roulant. La santé de Claire s'était détériorée sous la pression incessante des attaques d'Aerolite. Contrats annulés, rumeurs malveillantes sur la qualité des produits de Dubois Aerospace, et même une intrusion dans leurs systèmes informatiques qui avait failli compromettre des designs cruciaux. Sophie sentit son cœur se serrer en voyant les traits tirés de sa grand-mère, mais ce regard d'acier qu'elle connaissait si bien lui donna du courage. « Tu peux le faire, ma chérie », murmura Claire avant que Sophie ne prenne la parole. La jeune fille, les mains tremblantes sur son discours préparé, prit une profonde inspiration. « Il y a 3 mois, j'ai été violemment expulsée d'un vol Aerolite pour avoir porté des écouteurs, une infraction que des passagers blancs commettaient sans conséquence. » Commença-t-elle, sa voix claire malgré la peur. Ce qui a suivi n'était pas seulement une discrimination raciale, mais une campagne orchestrée pour détruire ma réputation et l'entreprise de ma grand-mère, parce que nous avons osé dénoncer l'injustice. Pendant 20 minutes, elle exposa méthodiquement son calvaire. Les insultes racistes de Marianne Dubois, l'agression physique, la diffamation médiatique, les menaces contre sa vie,
Et enfin, les preuves accablantes d'un complot criminel orchestré par Victor Leclerc. Chaque mot qu'elle prononçait était un cri de défi, une déclaration que la vérité ne serait pas étouffée. Les révélations de Sophie firent l'effet d'une bombe. Le comité, présidé par la députée Aïcha Ben Ali, une femme connue pour son engagement en faveur des droits humains, brandit des copies des documents internes d'Aerolite fournis par le lanceur d'alerte anonyme. Ces documents montrent des instructions claires pour cibler les passagers de couleur avec des contrôles renforcés, utilisant des critères qui sont des proxys évidents pour la race, déclara Ben Ali, sa voix tremblante de colère. Mademoiselle Laurent, diriez-vous que ces pratiques étaient connues des hauts dirigeants d'Air Elite? Sophie répondit sans hésiter. Les preuves montrent que ces politiques étaient non seulement connues, mais ordonnées par le PDG, Victor Leclerc. Les statistiques de retrait des passagers, dissimulées par la direction, confirment que les personnes de couleur étaient expulsées à un taux 11 fois supérieur à celui des passagers blancs. Les murmures choqués dans la salle s'amplifièrent, lorsque François Bisset, l'ancien employé d'Air Elite, prit la parole. François, qui avait été contraint par Air Elite de témoigner contre Sophie sous la menace de perdre son emploi, avait fait défection, horrifié par l'ampleur de la corruption. On nous enseignait un protocole appelé « gestion des passagers indésirables », révéla-t-il, la voix brisée. Les formateurs nous disaient de trouver des prétextes pour expulser les passagers de couleur des cabines premium si des passagers blancs se plaignaient de leur présence. Marianne Dubois était félicitée pour son zèle dans cette tâche. Cette confession déclencha une vague d'indignation dans la salle, les journalistes griffonnant frénétiquement, les spectateurs criant leur colère. Mais le moment le plus choquant survint lorsque Victor Leclerc fut appelé à témoigner. L'homme, autrefois arrogant et intouchable, apparut nerveux, ses mains s'agitant sur la table. Aïcha Ben Ali, implacable, le confronta avec un enregistrement audio tiré du paquet anonyme. La voix de Leclerc, froide et calculatrice, résonna dans la salle. Éliminer Dubois Aerospace, utiliser Aeroprime pour détourner leur contrat et fabriquer des preuves contre la fille si nécessaire. Cette histoire de discrimination est une aubaine pour nous. Personne ne regardera nos pratiques si nous les faisons passer pour des menteurs. Leclerc blêmit, bégayant. Sur les conseils de mon avocat, je m'abrite derrière mon droit au silence. Mais son invocation du silence ne fit qu'alimenter la fureur des parlementaires et du public. Une voix s'éleva depuis la galerie. « Honte à vous !» C'était Paul Martin, le professeur qui avait tenté de défendre Sophie à bord du vol Denis 187. Il s'était joint aux spectateurs, sa présence renforçant le sentiment que la vérité gagnait du terrain. Mais Air Elite n'avait pas dit son dernier mot. Quelques heures après l'audience, une nouvelle campagne médiatique éclata, cette fois accusant Sophie d'avoir manipulé François pour obtenir un faux témoignage. Une vidéo truquée, diffusée sur une chaîne complotiste, montrait François recevant prétendument un paiement de Claire. Sophie, en voyant cela à la télévision de l'hôtel où elle et Claire s'étaient réfugiées, jeta son téléphone contre le mur, hurlant « Ils n'arrêtent jamais! Ils veulent me briser, même maintenant !» L'indignation atteignit un paroxysme lorsque Claire, malgré son état fragile, décida de contre-attaquer. Depuis son lit d'hôpital, où elle avait été admise après un nouvel épisode cardiaque, elle organisa une conférence de presse dans l'atrium de Dubois Aerospace. Flanquée de Julien Moreau, Camille Nguyen et 5 anciens passagers victimes de discriminations similaires sur des vols d'Air Elite, elle déclara « Aujourd'hui, nous lançons une action collective contre Air Elite pour discrimination raciale systémique. Ces pratiques ne concernent pas une seule hôtesse ou un seul vol, mais une culture d'entreprise qui a ciblé des milliers de passagers pendant des décennies. Parmi les victimes se trouvait une chirurgienne, Amélie Kouassi, qui raconta en larmes comment elle avait été expulsée d'un vol pour avoir trop parlé, alors qu'elle demandait pourquoi son siège en première classe avait été réattribué à un passager blanc. Un autre, un vétéran militaire, décrivit comment il avait été accusé d'ivresse sans avoir consommé une goutte d'alcool. Ces témoignages, diffusés en direct sur les chaînes nationales, firent monter la colère collective à un niveau sans précédent.
Les réseaux sociaux explosèrent avec le hashtag « Vous connaissez la vérité », où des milliers de personnes partageaient leurs propres expériences de discrimination dans les airs. Sophie, regardant la conférence depuis la chambre d'hôpital, sentit une lueur d'espoir percer sa rage. « Ce n'est plus seulement notre combat », murmura-t-elle à Claire. « C'est celui de tout le monde. » Mais Airelight, acculé, riposta avec une cruauté renouvelée. Une fuite orchestrée révéla des dossiers médicaux falsifiés prétendant que Claire souffrait de troubles mentaux, remettant en question sa capacité à diriger Dubois Aerospace. Cette attaque personnelle, visant une femme qui avait surmonté des décennies de préjugés pour bâtir un empire, fit bouillir Sophie de rage. « Ils s'attaquent à ta santé maintenant ?» cria-t-elle, frappant du poing sur la table de chevet, faisant tomber un verre d'eau. « Ils n'ont aucune limite !» Claire, bien que faible, saisit la main de Sophie. « Leur désespoir et leur faiblesse, » dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Ils savent qu'ils perdent et ils deviennent imprudents. » Cette imprudence se manifesta lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration d'Airelite, où un micro mal fermé capta Victor Leclerc, fulminant. « Ces gens ne sont jamais satisfaits. On leur donne la première classe, et ils veulent tout l'avion. » Cette remarque, diffusée en direct par une chaîne d'information, confirma au public l'arrogance raciste au cœur de la culture d'Airelite. Les actions de la compagnie chutèrent de 25% en une heure, et les investisseurs commencèrent à se retirer. Alors que la pression publique s'intensifiait, un second paquet anonyme arriva au bureau de Julien Moreau. Cette fois, il contenait des enregistrements d'appels entre Leclerc et des cadres d'Aeroprime, détaillant un complot pour manipuler les régulateurs aéronautiques et saboter les certifications de Dubois Aerospace. Un courriel particulièrement accablant, signé de Leclerc, ordonnait « Assurez-vous que les audits de Dubois soient si rigoureux qu'ils paralysent leurs opérations. Si nous ne pouvons pas les battre sur le marché, nous les détruirons par la bureaucratie. » Camille Nguyen, travaillant avec des experts en cybersécurité, authentifia les documents en 3 jours, les transmettant à Le Monde et Libération. Les gros titres explosèrent. Airelight et Aeroprime, une conspiration criminelle contre Dubois Aerospace. Discrimination et sabotage, la face cachée de l'industrie aérienne. La ministre des Transports, Fatou Diallo, annonça une enquête fédérale sur les pratiques discriminatoires dans l'ensemble du secteur, déclarant « Aucun passager ne devrait craindre d'être humilié à cause de sa couleur de peau. Les révélations d'aujourd'hui exigent une réponse immédiate. » Sophie, galvanisée par ces développements, trouva une force nouvelle. Elle lança une coalition, Vérité dans les cieux, pour coordonner les témoignages de passagers discriminés. Des centaines de récits affluèrent, chacun plus déchirant que le précédent. Une mère raconta comment son fils de 10 ans avait été interrogé comme un criminel pour avoir joué avec un jouet dans la cabine. Un homme d'affaires décrivit comment il avait été accusé de « comportement suspect » pour avoir simplement lu un livre en arabe. Ces histoires, amplifiées par la campagne de Sophie, transformèrent de l'indignation individuelle en une colère collective. Mais Airelight tenta une dernière manœuvre désespérée. Lors d'une réunion secrète, Leclerc rencontra un cadre d'Aeroprime, proposant un accord illégal. Si Aeroprime accélérait ses attaques économiques contre Dubois Aerospace, Airelight partagerait les contrats récupérés. « Claire Dubois pense qu'elle peut nous défier », siffla Leclerc. « Nous allons lui montrer qui contrôle ce secteur. » Ce qu'il ignorait, c'était que leur conversation était enregistrée par une taupe au sein d'Aeroprime, une cadre nommée Élise Moreau, qui, dégoûtée par l'éthique de ses employeurs, avait décidé de rejoindre le camp de la justice. L'enregistrement, livré à Camille Nguyen, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Diffusé lors d'une émission spéciale sur France 2, il exposa Leclerc non seulement comme un raciste, mais comme un criminel orchestrant une conspiration antitrust. Le lendemain, des agents de la brigade financière perquisitionnèrent le siège d'Airelite, saisissant des serveurs et arrêtant Leclerc pour fraude, manipulation de marché et conspiration. Les actions d'Airelight s'effondrèrent
et le conseil d'administration, sous la pression des actionnaires, annonça sa destitution imminente. Aeroprime, impliqué dans le scandale, fit face à des amendes records pour violation des lois antitrust. Sophie, en apprenant de la nouvelle, sentit une vague de soulagement, mais sa colère ne s'éteignit pas. « Ce n'est pas assez », dit-elle à Claire. « Leclerc est fini, mais le système qui l'a protégé est toujours là. » Quelques semaines plus tard, Sophie se tenait sur la scène de la Conférence internationale de l'aviation à Paris, face à un public composé de dirigeants de compagnies aériennes, de régulateurs et de militants des droits civiques. À 18 ans, elle était la plus jeune oratrice de l'histoire de l'événement. « Le changement ne vient pas du confort », déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité forgée par le feu. « Il naît de la confrontation avec des vérités inconfortables et du refus d'accepter l'injustice comme inévitable. » Elle raconta son histoire, décrivant comment un incident avec une paire d'écouteurs avait révélé des décennies de discrimination systémique. Le public, captivé, éclata en applaudissements lorsqu'elle conclut. « Parlez. Même quand les puissants veulent vous faire taire, créez l'espace pour un changement durable. » À l'arrière de la salle, une silhouette familière attira son attention. Marianne Dubois, l'hôtesse qui avait déclenché cette tempête, se tenait là, méconnaissable sans son uniforme et son arrogance. Après son licenciement, elle travaillait désormais comme caissière dans un supermarché, un symbole de sa chute. Hésitante, elle s'approcha de Sophie après son discours. « Je ne mérite pas ton pardon, » murmura-t-elle, les yeux baissés. « Mais je veux que tu saches que je regrette. J'ai cru en leurs mensonges, en leur système. J'ai causé du tort à tant de gens avant toi. » Sophie, surprise, étudia Marianne. La femme qui l'avait humiliée, qui avait jeté ses rêves au sol, semblait brisée, mais sincère. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda Sophie, son ton direct. « Je veux changer, » répondit Marianne. « J'ai vu ce que j'ai fait, ce que la compagnie m'a appris à faire. Je veux réparer, si c'est possible. » Sophie, après un moment de réflexion, fit un choix audacieux. « Mon organisation, Vérité dans les cieux, développe des programmes de formation contre les préjugés. Si tu es sérieuse, nous pourrions utiliser ton expérience pour montrer comment ces systèmes fonctionnent de l'intérieur. » Marianne, stupéfaite, balbutia. « Pourquoi m'offrir ça après tout ce que j'ai fait ?» Sophie répondit calmement. « Parce que ce combat n'a jamais été pour punir, mais pour changer. Le vrai changement inclut ceux qui veulent apprendre. » Ce soir-là, Sophie et Claire dînèrent dans un petit bistrot parisien, contemplant les lumières de la ville qu'elles avaient tant rêvé de découvrir ensemble. « J'ai vu ton échange avec Marianne, » nota Claire, un sourire approbateur sur les lèvres. « Ça demandait du courage. » Sophie haussa les épaules. « J'ai appris de la meilleure. Tu aurais pu détruire Leclerc personnellement, mais tu as choisi de changer le système. » Claire hocha la tête. « Les individus passent, les systèmes perdurent. Notre devoir était de s'assurer qu'aucun autre passager ne vive ce que tu as vécu. » Alors qu'elles savouraient leur repas, une notification apparut sur le téléphone de Claire. Le ministère des Transports annonçait un accord historique avec toutes les grandes compagnies aériennes françaises, imposant des rapports publics sur les retraits de passagers, des sanctions pour pratiques discriminatoires et des formations obligatoires contre les préjugés. Dubois Aerospace, malgré les attaques, avait non seulement survécu, mais prospéré, récupérant ses contrats et attirant des investisseurs séduits par l'intégrité de Claire. Airlight, sous une nouvelle direction, mit en place les protocoles anti-discrimination les plus stricts de l'industrie. Sophie, regardant les passants dans les rues parisiennes, réfléchit à son parcours. Ce qui avait commencé comme une humiliation personnelle avait transformé une industrie. Elle avait fondé Vérité dans les cieux, une organisation qui aidait les passagers à documenter les discriminations et poussait pour des réformes systémiques. Son rêve de mode s'était transformé en une vocation pour la justice, mais elle savait qu'elle y reviendrait un jour, plus forte. « Penses-tu que ça durera ?» demanda-t-elle à Claire, les yeux brillants d'espoir. « Le changement n'est jamais fini, » répondit Claire. « Chaque génération doit protéger ce que la précédente a gagné. Mais oui, nous avons fait plier l'arc vers la justice. » Elles levèrent leurs verres, trinquant à la vérité, à la résilience et à ceux qui continueraient ce combat.
La colère qui avait consumé Sophie s'était transformée en une force de création, une flamme qui illuminerait le chemin pour d'autres. Ce qui avait commencé avec une paire d'écouteurs avait changé l'aviation pour toujours, prouvant que le courage d'une adolescente pouvait défier les puissants et redonner espoir à un monde en quête d'équité. L'histoire de Sophie Laurent et de sa grand-mère, Madame Claire Dubois, est bien plus qu'un simple récit de discrimination sur un vol d'aérolite. C'est une épopée de courage, de résilience et de justice qui résonne profondément dans la culture française, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont des piliers fondamentaux. En tant que spectateurs de cette saga, nous sommes confrontés à des émotions intenses, indignation face à l'injustice, admiration pour la ténacité de Sophie et espoir en un changement systémique. Cette histoire, ancrée dans une réalité contemporaine, nous pousse à réfléchir à notre propre rôle face aux discriminations et à tirer des leçons concrètes pour transformer notre quotidien. D'abord, l'indignation suscitée par l'agression de Sophie, humiliée, insultée et expulsée d'un vol pour avoir porté des écouteurs, reflète une blessure universelle. Celle de voir une personne jugée non pour ses actions, mais pour sa couleur de peau. Dans la culture française où l'égalité est un idéal sacré, cette injustice choque profondément. L'attitude arrogante de l'hôtesse Marianne Dubois, renforcée par la complicité d'Aérolite, rappelle que le racisme n'est pas seulement un acte individuel, mais souvent un système enraciné dans des institutions. Cette prise de conscience nous pousse à questionner les structures autour de nous, dans nos lieux de travail, nos écoles, nos interactions quotidiennes. Combien de fois avons-nous été témoins de microagressions ou de biais implicites sans intervenir? L'histoire de Sophie nous enseigne qu'ignorer ces injustices, même petites, contribue à perpétuer un système oppressif. En France, où les débats sur l'identité et la diversité sont vifs, cette leçon nous invite à adopter une vigilance active, à écouter les voix marginalisées et à dénoncer les discriminations, même lorsque cela est inconfortable. Ensuite, la résilience de Sophie est claire face à une campagne de diffamation brutale, des mensonges médiatiques, des menaces physiques, des attaques contre leur vie privée, incarne une force qui transcende les générations. Sophie, à seulement 17 ans, transforme sa douleur en action, fondant une organisation pour défendre les droits des passagers. Claire, malgré sa santé fragile, mobilise son réseau pour combattre un géant de l'industrie. Cette ténacité reflète l'esprit français de résistance, rappelant des figures historiques comme Simone Veil, qui ont lutté contre l'adversité avec une détermination inébranlable. Pour nous, cette résilience est une invitation à ne pas céder face aux obstacles, qu'ils soient personnels ou professionnels. Dans nos vies, nous faisons face à des défis, échecs académiques, discrimination subtile, pression sociale. Mais l'histoire de Sophie nous montre que la persévérance, même dans les moments les plus sombres, peut transformer une injustice personnelle en un mouvement collectif. En France, où l'engagement citoyen est valorisé, nous pouvons appliquer cette leçon en participant à des initiatives communautaires, en soutenant des causes justes ou en défendant nos convictions, même face à l'opposition. Une autre leçon puissante est l'importance de la vérité et des preuves dans la quête de justice. Claire et Sophie ne se contentent pas de protester. Elles rassemblent des documents, des témoignages et des enregistrements pour exposer la corruption d'Aérolite. Cette approche méthodique, qui contraste avec les réactions émotionnelles souvent attendues dans les conflits, reflète une valeur française: la primauté de la raison et de la logique. Dans nos vies, nous pouvons adopter cette rigueur en documentant les injustices que nous observons, que ce soit un traitement inéquitable au travail ou un comportement discriminatoire dans un espace public, et en utilisant des faits pour construire un argument solide. Cette stratégie combinée à la solidarité, comme celle montrée par Paul Martin ou François Bisset, nous rappelle que le changement exige à la fois du courage individuel et une action collective. En France, où les manifestations et les pétitions sont des outils puissants de changement, nous pouvons nous inspirer pour organiser, mobiliser et amplifier les voix des opprimés. Enfin, l'histoire de Sophie offre une leçon sur la rédemption et le pouvoir du changement personnel. La transformation de Marianne Dubois, d'une hôtesse raciste à une femme cherchant à réparer ses torts, montre que même ceux qui participent à l'injustice peuvent évoluer. Sophie,
en lui offrant une chance de contribuer à son organisation, incarne une générosité qui fait écho à l'humanisme français, où le pardon et la réhabilitation sont valorisés. Cette leçon nous pousse à réfléchir à nos propres préjugés et à ceux de notre entourage. Plutôt que de condamner sans appel, nous pouvons créer des espaces pour l'éducation et le dialogue, encourageant ceux qui reconnaissent que leurs erreurs à devenir des alliés dans la lutte pour l'équité. Dans notre quotidien, ces leçons se traduisent par des actions concrètes. Dénoncer les biais dans nos cercles sociaux, soutenir les initiatives anti-discrimination et cultiver une empathie active envers ceux qui souffrent d'injustice. En France, où la devise républicaine guide l'idéal social, l'histoire de Sophie nous rappelle que l'égalité n'est pas un acquis, mais un combat constant. Chaque geste compte, un mot de soutien, une pétition signée, une conversation honnête sur le racisme. Comme Sophie et Claire, nous devons transformer notre indignation en action, notre douleur en progrès. Cette histoire bouleversante de Sophie et Claire vous a-t-elle touché? Si leur courage face à l'injustice vous inspire, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo pour amplifier leur message et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits de résilience et de justice. Laissez un commentaire avec le mot « équité » pour rejoindre le mouvement contre la discrimination. Ensemble, faisons entendre la vérité et construisons un monde plus juste.